Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors que l'ombre de la présidentielle de 2025 plane déjà sur le pays, le gouvernement multiplie les gestes d'apaisement dans le Nozo et précisément à Bamenda, qui reste une ville marquée par la crise anglophone et la méfiance vis-à-vis des autorités. Cette opération de charme intervient dans un contexte politique tendu où Yaoundé digère mal la prise de distance de plusieurs figures ministérielles alliés politiques de poids originaires du Nord. Pas moins d'une quinzaine de membres du gouvernement faisaient partie de la suite du Premier ministre Dion Ngouté le week-end dernier à Bamenda pour une mission d'évaluation du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors que le comité directeur du PPRD en était à sa 7e session, le Grand Plateau de ce soir questionne l'opportunité de la descente d'une forte délégation gouvernementale à Bamenda, épicentre de la crise anglophone. Le gouvernement est-il en opération de charme assumé ou alors la gestion du conflit vient-il de prendre un tournant décisif? Ces questions et bien d'autres sont au menu de notre débat à suivre juste après le journal. Bienvenue à tous. Et on ouvre avec des nouvelles en politique, élection présidentielle de 2025. Les propos de Sadi sur la candidature de Paul Biya suscitent la controverse. Sylvanus Moutaga, acteur politique et conseiller de Maurice Kamto du MRC, estime que le RDPC tente une ultime tentative, le comparant au dernier coup de sabot d'un cheval agonisant. Moutaga a tenu ses propos en réponse à la récente interview du ministre de la Communication sur RFI, dans laquelle il suggérait que le président Paul Biya pouvait encore diriger le Cameroun à 92 ans. À la suite des propos du ministre, Moutaga a appelé à la démission de ce ministre, René Emmanuel Sadi justement, pour sauver la face et rejoindre des personnalités comme Issa Tiroma et Bello Bouba Magari. Jiré Sazangé et Fond René Marquez l'ont interviewé. Suivons plutôt. The recent interview with government spokesman René Emmanuel Sadi on RFI, in which he advanced reasons why President Paul Biya can still lead Cameroon at 92 years old, has been criticized by political actor and CRM militant Sylvanus Moutaga. You have big weeks of the ruling CPDM party. That's a big week. Those who have been allied, like allied to the party, Issa Chiruma Bakari, Bello Bouba, who have served him for over 20 years. They have dined and wined with him. Tell us that President Paul Biya is incapable of running the nation, that he has been absent, and that he doesn't possess all his physical and mental capacities again to run the nation. Who are we to deny? According to Moutaga, the communication minister's comments, which seem to suggest that President Biya will run in the 2025 presidential election, amount to the CPDM playing with time. The CPDM at this particular juncture is already disqualified for the presidential election of 2025. They did not hold their last Congress. That's the first thing you need to know. So you can find that one of their militants, who is a municipal councillor for Monatele, Leon Chile Onana, has been hammering it. There is a pending suit in the court to contest the eligibility of President Paul Biya and even the eligibility of the CPDM to send its candidature for the 2025 presidential election. If we're in a country where there's a rule of law, you find that the CPDM candidate, no matter whosoever that has filed in his candidature, it would automatically be null and void, cancelled by the competent courts in place ab initio. So President Paul Biya's candidature for 2025, if he goes in and the bid pass, it's simply in line with the violation of the law. Sylvanus Moutaga is calling for Minister Sadi's resignation to save face. What I expected of Minister René Sadi to have done at this particular juncture was to table his resignation like Issa Chiruma Bello Bouba, and that would have been the highest form of repentance from him to join those who have been in the opposition for the last 20 years fighting for change. Don't forget that the President of the Republic has given a permanent designation of his signature to the Secretary General
at the presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, who has been running practically all the affairs of the nation. So you find that our country has just been entrusted in the hand of an individual who does not enjoy the popular suffrage, the sovereignty of the people. He is not entrusted the confidence of the people. So you will find that this is just not really right from the Minister of Communication, but then it's not a novelty. We know how the ministers of communication of the BR regimes have always communicated. They have always communicated in favor of him. They have always struggled to give him, to clean his public image. Mutaga argues that any presidential bid from the CPDM party should not be validated by the competent authorities as the time frame for submitting a candidate has expired. Minute présidentielle. Et ce numéro de Minute présidentielle est consacré au QG de campagne. Le Cameroun s'avance progressivement vers la plus importante élection de la nation, celle du président de la République. Telle une armée, les partis politiques en pareille circonstance installent tout un centre de commandement à partir duquel toutes les stratégies sont conçues pour la conquête de l'électorat et le financement, entre autres. Plus de détails avec Roland Tapi. Le quartier général, en abrégé QG. Les partis politiques sont allés emprunter au langage militaire pour la circonstance, un peu comme pour se mettre dans la peau des soldats engagés au front. Et comme pour toute opération militaire, la stratégie est ce qui compte. Une stratégie qui devait reposer sur plusieurs piliers que sont le financement, le recrutement des représentants et la communication. Selon Paul Mayel, communicant, porte-parole d'Akeremona depuis 2018, la définition la plus simple qu'on peut donner à un QG de campagne, c'est que c'est le lieu où se réunissent les équipes de campagne pour planifier, coordonner et exécuter les stratégies et les activités qui sont liées à la campagne. Selon lui, il y a essentiellement 4 fonctions pour un quartier général de campagne. La fonction de planification stratégique, à savoir la définition des objectifs, des cibles, des messages de campagne, la fonction de coordination des équipes de campagne au niveau local, national et même à l'extérieur, la gestion des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou matérielles, et enfin la fonction de suivi et évaluation qui fait le suivi des activités d'abord du QG même et le suivi des activités de la concurrence. Sans oublier une activité essentielle d'un quartier général, celle de la collecte et du traitement des données. En réalité, le quartier général de campagne est une organisation bien structurée qui fonctionne avec toutes les exigences d'une organisation moderne. Le personnel doit être minutieusement choisi sur les critères de la confiance et de la compétence. Tout comme à l'image d'un quartier général militaire, les informations traitées ici sont sensibles pour le parti et le candidat et ne doivent pas être manipulées par des mains inexpertes, encore moins par des personnes qui peuvent les laisser échapper par indiscrétion. La performance d'un quartier général de campagne dépend ainsi de la qualité des hommes qui la composent. Il est à noter que si on se présente à une élection pour la remporter, ce n'est pas la mission du quartier général de campagne de donner cette victoire, même s'il doit y contribuer de manière significative. Il aura beau être efficace dans la définition des stratégies et leur mise en exécution, si le candidat lui-même ne jouit pas d'une certaine sympathie auprès de l'électorat, il ne pourra pas changer grand-chose. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas donner le meilleur de lui-même. Minute présidentielle. Avocature, le Conseil de l'Ordre des avocats recommande aux stagiaires de la région du littoral de se distancer et de fermer les yeux des pratiques de charlatanisme. Cet appel a été lancé récemment à Douala lors d'une séance organisée par le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun, où des exemplaires d'un ouvrage intitulé « Guide du stagiaire avocat » leur ont été remis. Présentant cet événement, la secrétaire du Conseil de l'Ordre et coordonnatrice nationale des stages, Agnolande Mignogok, a exhorté ses jeunes collègues à développer leurs compétences oratoires afin de convaincre leurs clients et les magistrats dans le cadre de la pratique. Olivier Photo et Fon-René Marquez ont assisté à la séance. Voici le compte rendu de l'événement. During the enlarged ordinary session to distribute a book guide for intern lawyers in the Littoral region, the National Secretary for the Cameroon Bar Council, who is also the National Internship Coordinator, Yolande Ngom Mignogok, drilled people lawyers on the importance of learning public speaking skills that would enable them to persuade clients and magistrates. La prise de parole en public
le maniement de la langue, le maniement de la parole pour convaincre. Convaincre d'abord son client, convaincre son père, convaincre le magistrat, convaincre l'arbitre. She also enjoined the young lawyers to develop a culture of reading to become well-versed in knowledge. Vous pouvez très bien parler. Et si vous le structurez par votre propos, vous allez dans tous les sens. Vous fatiguez le juge, vous énervez le prétoire et vous faites attendre inutilement vos confrères parce que vous serez des jeunes. Ne faites pas attendre les aînés qui parfois ont la gentillesse de vous faire passer en premier. According to Barrister Kuncho Gabriel, the bar president's representative in the Littoral region, the book is rich in in-depth knowledge on how lawyers should practice in the field. L'opuscule qu'elle a préparé, intitulé Guide du stagiaire, et qui comporte l'ensemble des règles déontologiques enseignées aux stagiaires, les autres sujets de droit dont ils ont besoin pour être de bons avocats, et évidemment des conseils, la loi organique, le règlement intérieur, qui sont leurs livres de chevet. Senior lawyers present at the session advised the people lawyers to read ceaselessly, set good examples and distance themselves from charlatans. En culture, le peuple Sawa doublement honoré. Après l'année de l'introduction du Ngondo au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, le gouvernement camerounais vient de lui octroyer une rue qui porte son nom, le boulevard du Ngondo. La cérémonie s'est tenue samedi dernier au Palais de la Culture Sawa. Les détails dans cet élément que signent Charles Douglas Demba et Loïc Tegia. Le Ngondo, patrimoine immatériel de l'humanité, inscrit à l'UNESCO. Et désormais au Cameroun, il tient sa rue. Après son palais, le peuple Sawa va désormais se faire identifier par une rue, le boulevard du Ngondo, une initiative saluée par le maire de la ville. C'est une première consécration dans notre combat pour faire de la ville de Douala une ville de culture. Nous, à Douala, nous célébrons non seulement la culture du terroir, nous célébrons toutes les cultures du Cameroun parce que Douala est une ville de diversité. Et la communauté urbaine en tant que telle apporte son appui aussi bien au Ngondo que nous célébrons aujourd'hui, mais aussi aux autres manifestations culturelles des autres régions du Cameroun qui s'exercent à Douala. Douala, notre ambition est de faire de Douala une ville de culture. La culture est donc ce socle qui était à l'honneur à travers son ministre de tutelle Pierre-Ismaël Bidounkpat. Le Ngondo, culte des oracles, de l'eau et traditions culturelles associées chez les Sawa, a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 4 décembre 2024 lors de la 19e session du comité intergouvernemental de la Convention 2003 de l'UNESCO qui s'est tenue à Asunción, au Paraguay, en Amérique du Sud. Avec à ses côtés le ministre des Sports, le professeur Nassis Molekombi, fils Sawa, les deux membres du gouvernement ont assisté à une cérémonie riche en sonorités traditionnelles. Ils ont surtout assisté à un appel des fils Sawa par le président en exercice du Ngondo. J'en appelle tout particulièrement à la jeunesse Sawa, réservoir foisonnant de ressources humaines variées, afin qu'elle prenne pleinement conscience du rôle historique et irremplaçable qui est le sien, à savoir s'impliquer massivement et efficacement dans le Ngondo pour préserver et faire davantage fructifier l'éclatant, florissant héritage culturel qui est en train de lui être fastueusement légué. Le Ngondo est un héritage à préserver et dont il faut en être fier. Toujours en culture, l'artiste camerounaise J. Junel, originaire du Nord Cameroun, s'apprête à offrir son tout premier concert dans son pays natal. L'événement est prévu le 11 juillet prochain au village Noah à Yaoundé. Elle partagera la scène avec de grandes figures de la musique camerounaise telles qu'Ama Pierrot, Jackie Bio
Isnebo, Aïssi le Duc et Donny Elwood. Au-delà de la performance artistique, ce concert vise également à collecter des fonds au profit de sa fondation qui œuvre en faveur des enfants de la rue et des déplacés internes. Face à la presse ce week-end, Gilles Junel a présenté les grandes lignes de ce concert. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Sébastien Oyébé. Tous ces enfants qui traînent dans la rue, qui arrachent les porte-monnaies de nos mamans, qui agressent des gens tous les jours, en les prenant, en les mettant dans des centres, pour la réinsertion ou pour transmettre des formations. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne de l'éducation. Et l'éducation, c'est la base de tout. Ce qui fait en sorte que nous serons en sécurité parce que ces enfants-là, nous allons leur transmettre des valeurs, nous allons les rendre autonomes. Le 11 juillet prochain, il y aura donc un documentaire qui va tourner pour que les invités puissent voir ce que nous vivons sur le terrain, pour que les invités puissent aussi entendre la voix des sans-voix, donc ces enfants de la rue-là. Il y aura aussi un concert, il y aura, voilà, pour ceux qui vont vouloir dîner, il y aura un spectacle vivant. Pour ma part, ça sera la première fois que je vais présenter mon spectacle vivant au Cameroun. Et sur la scène, une première à la JSC, l'association des journalistes sportifs du Cameroun, qui vient pour la première fois de son histoire de récompenser ses meilleurs acteurs. Le samedi 5 juillet au Canal Olympia de Douala, l'événement a connu la présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a été témoin des 15 distinctions remises aux lauréats. Retour sur cette cérémonie dans ce reportage de notre stagiaire Zara Leila Ettinger. Rien ne vaut une reconnaissance de ses pairs, surtout quand celui qui le fait a été jadis votre confrère et aujourd'hui occupe la fonction de ministre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Moen Nassis Kombi, je rédigeais en tant que journaliste freelance des dizaines de centaines de papiers, comme vous les appelez, dans votre jargon, dans les différents magazines que je cite. Cela s'est passé pendant une bonne quinzaine d'années et je garde de ce métier de souvenirs étincelants, flamboyants de ce que l'on y accède, certes peut-être par vocation, par conviction, mais que nous sommes là certainement dans l'un des métiers les plus lourds. A été présent à la première édition des trophées AJSC samedi dernier au Canal Olympia. 14 catégories sur 15 ont été primées. Le président du jury s'exprime. Une fois que nous avons été désignés jury, nous avons sollicité auprès du comité d'organisation pour avoir toute la liberté de travailler, de définir nous-mêmes un ensemble de critères sur lesquels nous allons nous appuyer donc pour noter les journalistes. Et là, dans cette catégorie-là, les papiers soumis n'étaient pas véritablement de bonne qualité. Vous savez, depuis quelques temps au Cameroun, vous avez des journalistes qui s'amusent à filmer avec le téléphone. Ouais, cela n'est pas professionnel. Et assez souvent, quand vous essayez de vous visionner ce type de papier, ils ne sont pas de qualité. Le retour des trophées AJSC n'est plus qu'une simple remise des prix, c'est un symbole. Celui d'une profession qui retrouve sa voix, sa visibilité et sa force. Les journalistes sportifs repartent galvanisés, récompensés et surtout formés lors de cette masterclass avec Sylvain Henri Cissé. Merci de rester fidèle à Balafon Télévision. C'est la deuxième partie du grand plateau qui s'ouvre à l'instant. La reconstruction des régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest ira-t-elle à son terme et sur quelle échéance? Depuis le démarrage des chantiers du plan présidentiel de reconstruction en 2022, les travaux vont à pas de tortue, fortement perturbés par les attaques des combattants séparatistes et autres bandes armées qui pullulent dans cette partie du pays. Face à l'urgente nécessité d'un retour à la paix, le gouvernement d'une part et le mouvement séparatiste d'autre part campent chacun sur ses positions, ce qui compromet l'évolution du plan de Paul Biya à mettre fin à la guerre et reconstruire les deux régions déclarées
économiquement dévastée. Voici le regard de Jean-Paul Chouniat. Officiellement lancé en 2022, le plan présidentiel de reconstruction suit son bonhomme de chemin, avec toute cette turpitude dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest, aujourd'hui économiquement dévastées par des années d'un conflit armé. Des villes entières de cette partie du pays, complètement en ruine, avec des infrastructures routières, bâtiments publics, établissements scolaires, formations hospitalières et autres équipements sociaux de base, saccagés par des combattants séparatistes et bandes armées qui ne cessent de s'aimer la terreur, causant des milliers de morts et les départs massifs de population de leur village. Et dans la tentative de rendre vivable le nord-ouest et le sud-ouest, le chef de l'État Paul Biya décidait de reconstruire ces deux régions avec un budget parti de 89 milliards à 154 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré, mais l'insécurité freine l'avancée de ces vastes chantiers. Si les capitales de ces deux régions et leurs périphéries sont plus ou moins accessibles et sécurisées, des centaines de villes dans les zones reculées sont quasiment des no man's land où sécessionnistes et bandes armées dictent leurs lois dans la logique d'imposer leur république virtuelle d'Ambazonie. Voilà près de 3 ans que les travaux avancent à pas de tortue. Les entreprises adjudicataires des marchés vigoureusement confrontées aux attaques mortelles de leurs employés et leurs engins incendiés. Conséquence, le plan présidentiel de reconstruction de ces deux régions avance visiblement à reculons, remettant ainsi sur la table la problématique de la résolution d'une crise sociopolitique où le régime de Yaoundé rejette toute négociation avec des citoyens qui ont pris les armes contre la République. Et d'un côté campés sur leur position, les Amba Boys refusent de déposer les armes et sortir de brousse pour regagner les centres de désarmement, démobilisation et de réintégration. Dans ces conditions, une reconstruction de ces deux régions, même à coût de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, est-elle possible sans la paix au préalable? Combien d'années faudra-t-il pour remettre à neuf les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Et la question demeure, bien malin qui pourra répondre à cette question. Jean-Paul Chouniat, merci pour cet élément d'analyse de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que le gouvernement en revient depuis le 3 juillet. Dian Gouté, accompagné d'un certain nombre de ministres du gouvernement, était donc à Bamenda pour, dit-on, évaluer l'avancée des travaux dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction et développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mesdames et messieurs, donc cet élément de JP nous permet d'accueillir nos invités qui sont déjà bien installés. Siaka Chouné, vous êtes conseiller municipal, par ailleurs communicant à RDPC. Bonsoir et bienvenue. Good evening and good evening to all our fellow panelists here. I'm delighted to be here in Balafong for my very first time. I think we are going to analyze fundamental facts concerning the Presidential Plan for Reconstruction and Development in the Northwest and Southwest regions to the best of the understanding of Cameroonians to see the fantastic job that has been done by the government to bring back peace and tranquility into this country. En tout cas, nous aurons donc l'occasion de développer ce sujet. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Près de vous, Jacques Bouga Akbe, vous êtes homme politique. Bonsoir Jacques et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'honneur que vous me faites. Bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que nous aurons l'opportunité de discuter profondément de ce sujet spécifique, mais peut-être aussi du mal camerounais. Bien évidemment. Roland Tapi, bonsoir, bienvenue, ça va? Ça va Juliana, bonsoir, bonsoir. Aux autres panélistes, bonsoir téléspectateurs, ça va. Alors, je vais ouvrir un débat avec vous. Siaka Chouné, le Premier ministre et sa suite ont séjourné à Bamenda et en sont repartis sans que l'on entende le moindre remous, le moindre coup de feu. Est-ce la preuve que la calmie est revenue? La situation s'est améliorée dans le nord-ouest? Yeah, to substantiate what the government has been saying, the Prime Minister was in Bamenda for a 4 days visit. You didn't hear any gunshot. It's to tell you that peace and tranquility is returning back to the Northwest region, and the people are feeling the impact of the Presidential Plan for Reconstruction and Development that was instituted after the Grand National Dialogue. And as a matter of fact, you could see that the projects that have been initiating are affecting the community positively, and that's why you heard that when the Prime Minister was in Bamenda, you didn't hear any gunshot. It's a good sign that we are in progress and peace is gradually returning back to the Northwest and Southwest regions.
Jacques Bouga, parlons de l'accueil réservé à Diongouté. On a vu des groupes de danse dans la ville Bamenda. Il faut dire que cet accueil a commencé sur le chemin, en Tonga déjà. Il y a des militants du RDPC qui se sont arrêtés pour manifester leur joie de voir le Premier ministre et sa suite. Y a-t-il une symbolique quelconque derrière cet accueil? Non, je ne pense pas. Je pense que nous assistons un peu au phénomène de l'élève qui commence à étudier à la veille de l'examen. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. L'élection approche, l'élection présidentielle approche. Et je pense que cette agitation est un peu liée aussi aux événements qui sont prévus en octobre. Je pense que est-ce que le peuple a un intérêt quelconque par rapport aux événements qui arrivent en octobre? Si j'étais sûr que c'était spontané, j'aurais dit peut-être on va dans la bonne direction. Mais nous sommes habitués à des manifestations qui ne sont pas spontanées. Et je pense que seule l'élection libre, transparente, honnête, pourra nous dire si le peuple du Nozo, le peuple de Bamenda, le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est vraiment satisfait des actions de ce gouvernement. Moi, je pense qu'il y a matière à débat sur ce point. Je ne veux pas être long, mais si vous me permettez, je vois plusieurs problèmes. Bon, je prends note du plan de 2022 du chef de l'État, mais nous avons eu une crise qui a commencé, je pense, en 2016 déjà, avec la manifestation des avocats, et on n'a pas vu d'efforts sérieux pour y mettre fin, sans violence, parce qu'on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Et je pense que faire un plan de développement qui est purement économique, sans résoudre la question politique de fond qui a été posée, pour moi, est une erreur. Et votre collègue avait raison de mentionner que sans paix, sans sortie viable, sans résolution définitive de ce conflit, il est très très difficile qu'on fasse des progrès sur le plan purement économique dans cette région. Parce que même les investisseurs privés ne vont pas y aller. Oui, le Premier ministre y est allé, mais on sait très souvent qu'il est accompagné d'une forte sécurité, que le terrain est balisé. Le Premier ministre ne va pas n'importe où. C'est un peu comme le président de la République. Et ça me paraît un peu surprenant qu'on dise qu'un Premier ministre, une deuxième ou troisième haute personnalité de l'État, va quelque part, il n'y a pas de problème. C'est le symbole même. Normalement, c'est ce à quoi on s'attend. Oui, c'est ce à quoi on s'attend. Si le président Biya va quelque part, on s'attend quand même à ce que le minimum soit fait. En 2021, le Premier ministre était à Bamenda. Il y a eu des coups de fil des coups de feu qu'on a ressentis dans d'autres quartiers de la ville. Cette année, depuis quelques mois, il y va. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la calmie est en train de revenir, que les séparatistes sont peut-être eux aussi épuisés? C'est peut-être aussi, ça veut peut-être dire aussi qu'ils sont beaucoup mieux préparés, qu'ils ont appris sur le plan sécuritaire des leçons des dernières opérations, des dernières sorties. Je pense qu'il faut aller vers le fond et arrêtons le saupoudrage. Le fond, c'est quoi? Nous avons nos compatriotes anglophones qui se sentent discriminés, qui se sentent méprisés. Et ce n'est pas nouveau. Les pères de notre indépendance, dans les années 50, avaient vu ce problème venir. On n'a pas conçu notre pays en tenant compte du fait que nous sommes une population diversifiée, nous avons une diversité qu'on doit gérer, une diversité linguistique, une diversité ethnique qu'on doit gérer. Ça, cela n'a pas été fait. Et je pense qu'il nous faut reconnaître en toute modestie que nous devons nous asseoir sur la table et revoir comment nous allons gérer cette diversité, au moins linguistique, avec nos compatriotes anglophones. La question de fond sera abordée tout à l'heure. Jacques, vous permettez. Roland Tapi, coïncidence ou alors ambition électorale, comment interprétez-vous cette descente gouvernementale à Bamenda? C'est tout simplement à mettre dans le cadre d'une agitation, je peux le dire ainsi, d'une sorte de volonté d'occuper l'espace, de montrer que le gouvernement fait quelque chose et qu'il le fait bien. Tout simplement. Et on ne peut pas séparer cela du contexte actuel qui est celui de l'élection présidentielle d'octobre. Voyez-vous, c'était le 25 mai déjà, c'est-à-dire que 25 mai 2025, nous sommes le 4 juillet. Ça fait à peine un mois et demi
que c'était le 25 mai que le Premier ministre était déjà à Boya pour le Sud-Ouest. Le même sujet, évaluation de la progression de la mise en œuvre du plan présidentiel. Et à peine un mois, c'est tout le gouvernement presque qui est déporté à Bamenda, effectivement pour le même sujet. Alors que par le passé, on voyait des réunions d'évaluation se tenir à peu près les 6 mois, chaque 6 mois. Maintenant, il faut donc comprendre que cette proximité, ce rapprochement entre les visites pour ce même sujet devrait prêter à caution. La réalité, c'est que l'évaluation du plan présidentiel n'est qu'un prétexte pour une descente massive du gouvernement à Bamenda, où effectivement, il veut donner l'impression que tout va bien. Bien entendu, avant d'y aller, on s'est arrangé à ce que sur le parcours, là où c'était possible, qu'on mette des gens qui applaudissent pour dire qu'on est en train de passer. Vous pensez que c'est une mise en scène? Une très très grande mise en scène, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je vais vous rassurer que ces sorties sont organisées par les élites locales de chaque coin où le cortège va passer, et ils s'assurent qu'il y a une forte mobilisation pour démontrer ou bien pour montrer au parti qui travaille très bien et qui maîtrise encore les troupes dans sa région. Comme disait l'autre panéliste tout à l'heure, il ne faut pas penser un seul instant que c'était une sortie spontanée, du tout. Sinon, pourquoi est-ce qu'on la trouverait seulement à des points précis? Non. Vous voulez très bien dans le fond, vous voulez bien que les élites du RDPC, de Ntonga, ou bien les environs se sont arrangés à ce que cela soit ainsi. C'est un message qu'ils veulent lancer à la direction du parti. C'est une façon de se faire voir, de se rassurer qu'ils sont en train de gagner du terrain. Et parfois, que le RDPC reste populaire dans toutes les régions de l'Ouest. Justement, et parfois, ce sont des actions qui sont menées pour rivaliser à l'intérieur du parti même. Pour dire que voilà, en passant de mon côté, il y a une sortie, voilà, de l'autre côté, il n'y a eu personne, parce que là, on a aussi en ligne des murs, des nominations, bien des positionnements au sein du parti. Ça, cela va de soi. Et arriver à Bamenda, on va nous faire croire que voilà, c'était pour... Non, du tout. En réalité, on nous a dit qu'il y a quoi là-dessus? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que déjà à Boya, le 25 mai, le Premier ministre a fait le point avec le président même de ce programme. Il disait qu'il n'y a pas d'argent du tout. Il n'y a pas d'argent du tout. Et entre le 25 mai et aujourd'hui, il n'y a pas eu un miracle par rapport à cet argent qu'on attend. Les partenaires qui ont proposé de venir en aide, ils ne viennent pas. Le programme qui devait se faire entre 2020 et 2023, qui devait coûter autour de 120 milliards de francs CFA, avait jusque-là engrangé à peine 13 milliards sur les 120 à peu près attendu. Vous comprenez qu'en réalité, c'est même plus que du saupoudrage. C'est un plan qui a été mis en place justement, et on l'a toujours dit depuis le début, une cheval qui a été mise, une charrue qui avait été mise avant les chevaux, ou l'inverse. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas, avec des problèmes dans la maison, qui ont fait en sorte qu'une fenêtre soit cassée par là, qui ont fait en sorte qu'une tôle soit levée sur la toiture de ce côté, sans vous assurer que ces problèmes-là sont résolus à l'intérieur de la maison, vous faites la proposition, ou bien vous mettez tout simplement à remplacer la fenêtre ou la tôle et tout ça, en sachant qu'une fois que vous avez mis derrière vous, on va encore l'enlever parce que les problèmes ne sont pas finis. Les problèmes se résolvent à la base, pas en superficie, comme ce qu'on est en train de voir là maintenant. Donc, la récurrence des voyages du gouvernement dans ces zones, d'abord à Boya le 25 mai et maintenant à Boya, à Bamenda, je veux dire, ne sont que juste, comme j'ai dit tantôt, pour occuper du terrain. Le pouvoir veut laisser croire qu'il est là, qu'il se bat pour qu'il y ait de la paix, mais en réalité, on n'aurait jamais dû avoir ce genre de mobilisation aujourd'hui, si on n'avait pas été autiste dès le départ. Siaka Chouné, est-ce que le pouvoir n'est pas vraiment là? On a quand même vu des gens. Le RDPC, on a l'impression que le RDPC reste populaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sauf qu'on peut interroger l'opportunité de la descente du Premier ministre avec un certain nombre de ministres à sa suite, alors qu'il y a quelques semaines seulement, ce Premier ministre était justement dans le Sud-Ouest pour évaluer ce plan présidentiel de développement. Quelle est l'opportunité d'une telle descente?
Before I proceed to answer your question, I didn't come here today to involve myself in political demagogy. Malheureusement, je suis entouré avec les gens qui n'ont pas un plan politique pour ces pays. Je suis entouré avec les gens qui commentent les actualités des activités du gouvernement. Je suppose que vous parlez des panélistes sur le plateau. Oui. Sans jouer les avocats, Monsieur Jacques Bouga est homme politique et Roland est journaliste. Que malheureusement, je suis entouré avec les gens qui commentent les actualités du gouvernement qui n'ont pas un programme politique pour ces pays. Let me continue in English. Je vous en prie. The Presidential Plan for Reconstruction and Development is a well-structured plan being managed by the coordinator, Mr. Paul Tasson. And when the Prime Minister and Head of Government went to the Southwest in May, it was to evaluate the level of advancement of the implementation of this project. He recently was in the Northwest region to evaluate this same plan for reconstruction and development. He went with a cream of ministers who are involved in projects that concerns their ministerial departments. I heard the other panelists thinking that it was a show of fanfare to carry ministers to Bamenda. No, the Minister of Public Works was in Bamenda. Let me substantiate. Justement, Siaka Chone, vous allez poursuivre. Le Premier ministre a fait le voyage avec les ministres dont le département ministériel était concerné par les besoins sur le terrain. Mais pourquoi cette foule sur le chemin? Tout porte à croire que c'est une opération politique, puisque nous sommes à quelques mois d'une échéance importante pour les Camerounais et aussi pour le RDPC, notamment l'élection présidentielle. I think in 2021, when the Prime Minister was in Bamenda to do the first evaluation of this project, we didn't have elections the next day. This is the third time in 5 years that the Prime Minister is going down to evaluate these projects. And the same masses came out to receive the head of government. As a matter of fact, let's not involve ourselves in political demagogy. The Prime Minister, head of government, is the head of government of this country. And it is normal that when he is going anywhere, he should be received with fanfare and gallantry. If in your own various communities or your various political inclinations, you don't know how to receive your leaders, in the Northwest and Southwest regions, we know how to receive and welcome our leaders. The Prime Minister in his delegation had the Minister of Public Works. We have a 6.5 urban road plus the accessing roads that have to be constructed in Bamenda Urban. And the Prime Minister was with the Minister of Public Works, who went there to launch the project for Bamenda Urban, because you know the 364 kilometers of the Bamenda Ring Road is already under construction, coming from Kambe through Messager. And we have the part from Menchum through Mezam is already under construction. And you bear with me that the Babaju-Bamenda stretch of the road to welcome to Bamenda has been constructed. We also had projects in education where schools were constructed in Bamenda, and the Minister of Secondary Education had to be there to be sure and evaluate these projects that they were all constructed. Depuis 3 ans que le plan a été mis sur pied, pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on peut voir un tel déploiement? In project management, I am a specialist in project management. When you start a project, when the project is already going to materialization, that's where evaluation and control comes in. You don't start evaluation and control at the beginning of a project. Okay. You bear with me. So when the project has reached its maturity state, that's where evaluation and control comes in. And that is what justifies and substantiates the going down of that very powerful delegation, because this Presidential Plan for Reconstruction and Development has arrived at the maturity state. It started with the distribution of farm produce to farmers, materials to farmers. Justement, dans la logique de ce management-là, Siaka Chone, pourquoi ne pas chercher absolument à résoudre d'abord la question sécuritaire avant les autres questions, notamment l'éducation, l'économie, les routes dont vous parliez tout à l'heure? As a matter of fact, you bear with me, you see how much the government has put in place to bring security, peace, and tranquility in the Northwest and Southwest regions. You, in your introductory statement, you substantiated here that the last time the Prime Minister was in Bamenda, there were gunshots
about 10 meters away from him. But today you saw the fanfare in which the Northwesterners received him, and he was received in the Southwest region without any gunshot, showing that the people are gradually and slowly understanding the goodwill of the government in bringing development, peace and tranquility in the Northwest and Southwest region. Jacques Bouga Agbé, le plan présidentiel de reconstruction et développement des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest a été mis sur pied il y a 3 ans. La mise en œuvre a commencé justement il y a quelques années. Quel bilan peut-on faire de la situation sur le terrain? Nous parlons là d'une équipe qui a eu 43 ans pour mettre en œuvre le plan dont il parle. Ils n'ont commencé à travailler qu'en 2022. Sauf que ce plan a été mis sur pied après les retrouvailles pour résoudre la crise anglophone. Non, je dis nous avons un problème de fond qui n'aurait même pas dû arriver. Cette crise anglophone a des sources bien connues. Those sources are known. First, before I get there, avant que je n'y aille, I'm telling my fellow Cameroonian, I'm also an anglophone from my education. That doctor you see in my title is a PhD, entirely in English. And trust me, my friend, I have a plan for our country. This is just a summary. This is the English version of the plan. This is just a summary of what I'm proposing to Cameroonians. Behind this, there's a detailed book of 500 pages. I'm going to offer this summary to you because it's much easier for you. Thank you so very much. I have a plan for this country. I'm going to send it to the hierarchy of my party. Absolutely. I can give them my card and phone number so that they get inspired from it. Now, during the discussion, many points were raised. The plan is there, il y a un programme politique. Ouais. Le problème de fond ici, c'est qu'on assiste à une mise en scène qui traduit un échec qui dure depuis 43 ans. On aurait dû développer ces régions et éviter cette crise. On aurait dû... On vous dira que le problème des régions anglophones est le problème des régions du Grand Nord, c'est le problème des régions du Grand Sud, c'est le problème du centre et autres. C'est aussi le signe, justement, c'est de l'échec, c'est de cet échec-là dont je parle. On a assisté pendant, je dirais même depuis 1960, pour être honnête, à la République de Yaoundé et Douala, où tous les saupoudrages se faisaient uniquement à Yaoundé et Douala. Et on voit aujourd'hui que même sur cette petite république, entre guillemets, de Yaoundé et Douala, c'est aussi un échec, parce qu'il n'y a pas de route ici centraux. C'est le même problème qui est transposé justement dans le Nozo. À cela, au Nozo, on a ajouté la discrimination et le mépris, parce qu'ils étaient anglophones. Donc il y a une dimension supplémentaire à leur problème. Vous savez, hier, j'ai une connaissance anglophone qui me disait, Jacques, est-ce que tu sais qu'à Bamenda, les documents légaux sont encore écrits en français. Aucune traduction en anglais. Et on a un sérieux problème. Moi, je compte, je ne sais pas si on parle du temps, on est au temps des solutions. Moi, je pense que le président Biya aurait dû commencer par régler cette crise au niveau politique, en étant un peu plus modeste. En attendant, Jacques Bouga Agbé, alors qu'on interroge le timing de cette descente, les nouvelles nous parviennent. Paul Biya est candidat à la prochaine élection présidentielle. Quels commentaires vous en faites? C'est son droit. À chaud comme ça. C'est son droit. Tout ce qu'on lui demande, c'est de publier la liste électorale de l'ECAM, c'est l'article 80 du Code électoral, pour qu'on sache exactement, département par département, arrondissement par arrondissement, bureau de vote par bureau de vote, qui sont les électeurs. Et pour qu'on puisse, le jour du vote, comparer les résultats, les chiffres, aux chiffres initiaux du fichier électoral. On a une opacité totale sur ce point. Il disait que la population est contente de les voir. Mais s'ils sont vraiment confiants, comme ils le disent, qu'ils publient la liste électorale. Et en octobre, on verra... Paul Biya, c'est le gouvernement. Et l'ECAM semble détaché. Et l'ECAM est un organe complètement indépendant. Jacques Bouga Agbé, est-ce que vous n'avez pas l'impression, ce matin sur les antennes de RFI, le ministre de la Communication
été dubitatif ou alors il n'était pas très expressif sur la candidature non du président Paul Biya. C'est confirmé ce soir, l'un des sénateurs du RDPC, Jacques Famdongo, qui a confirmé la candidature de Paul Biya. Est-ce que vous ne pensez pas que cela arrive peut-être après le bon rapport qu'il aurait reçu de la mission gouvernementale à Bamenda? Premièrement, c'est son droit. Hein? C'est un Camerounais. Il a le droit de se présenter. Mais il a aussi le devoir de s'assurer que le processus électoral est transparent, intègre et que le vote du peuple est respecté. Ça, c'est son devoir. Ouais. On ne peut pas lui contester le droit d'être candidat. C'est son droit absolu selon les textes. Ce qui m'inquiète, moi, dans ce processus, et ça se voit déjà dans les chiffres de l'ECAM, officiellement, on a 8 millions d'électeurs seulement. Presque le même chiffre, que le même nombre d'électeurs que le Sénégal, qui a la moitié de la population du Cameroun. Ça, c'est inquiétant. Pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas inscrits? Oui, et les CAM... Pourtant, il y a un engouement apparent. Oui, mais comment se fait-il que Elecam, avec cet engouement apparent, avec les efforts entre guillemets publics que Elecam fait pour inscrire les gens, pourquoi ne veulent-ils pas publier la liste électorale en ligne selon les dispositions de l'article 80 du Code électoral? Et c'est ce qui crée la suspicion et donc la méfiance. Et cela pose pour moi un risque réel sur l'intégrité de la prochaine élection présidentielle. Que le président Biya soit là ou pas, pour moi, ça m'est égal. Parce que les Camerounais doivent élire leur prochain président sur la base des projets de société, sur la base de leur capacité à convaincre. Convaincre sur la crise du Nozo. Ça fait quand même 10 ans que ce gouvernement n'a pas été capable de résoudre ce problème, alors qu'en s'asseyant en toute honnêteté, en leur montrant un peu de respect, en parlant peut-être de temps en temps anglais dans les messages à la nation, ça pourrait rassurer nos frères et sœurs anglophones. On a un problème de fond, il n'y a pas que les armes ne peuvent pas régler cette affaire. Il faut qu'on s'asseye avec eux, qu'on leur rappelle que nous sommes une et même nation, qu'on peut travailler ensemble dans notre diversité. Siaka, oui, vous chutez, s'il vous plaît, Jacques. Oui, bon, je pense sur le plan économique également. Le copanéliste a parlé de financement. Le copanéliste Roland, M. Roland, a parlé de problèmes de financement. Nous devons changer de modèle de financement, à mes yeux. Parce que le gouvernement doit sortir de la République de Douala et Yaoundé et s'occuper des 58 départements. On observe des mémorandums qui viennent de partout, nord, est, implicitement, la guerre de Nozo, c'est aussi un mémorandum, le sud, ainsi de suite. Il faut qu'on trouve une stratégie de financement transparente, il faut qu'on mette de la transparence dans la gestion de la chose publique et on rende des comptes. Là, récemment, on a eu une note, je pense que c'était sur un de vos confrères, qui disait que 12 km de route, la phase 2 de Simalène-Yaoundé, allait coûter 434 milliards. Alors qu'on sait qu'un kilomètre de route ne devrait pas dépasser 1 milliard. Maximum, c'est $1 million généralement. Donc cette route de 12 km devait, à tout casser, coûter une dizaine de milliards de francs CFA. Ouais. On est à 434 milliards de francs CFA. Où est parti le surplus? Où va-t-il? Il y a la route Douala-Yaoundé. Nous sommes à 1500 ou 2000 milliards. Non, écoutez, madame, il y a de sérieux problèmes. Tout à fait. Ils ne peuvent pas gagner cette élection de manière transparente. Et ce cinéma qu'ils font autour de... Jacques Bouga-Agbé, vous avez pleinement raison, sauf que l'actualité nous impose une parenthèse par rapport aux nouvelles. Siaka Chouné, Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous vous attendiez à cela? Yeah, it's not a big surprise. The text of our party is very clear. The CPT militants are serene. We knew that he was going to be our natural Sauf candidate. Que vos textes font de Paul Biya un candidat illégal. Il n'y a pas eu de congrès du RDPC depuis très longtemps. No, you have to bear with me that in 2018, when he was instituted as a candidate, it became clear that he is our candidate for the next coming elections. If there is any contrary opinion to that, the political bureau will have come up to make a decision. But as of now, with the tranquility that is running in the party, it is clear that he is our candidate. I begin to wonder why political opportunists are worried about the text of our party when we are not even worried about the text of their own party. It is clear that nobody in the CPDM is contesting the candidature of His Excellency Paul Biya as our natural candidate for presidential elections. So you would, as I was earlier saying, he talked about the persistent crisis in the Northwest region. I begin to wonder when he went to the Northwest or the Southwest region recently. You will bear with me that we no longer have separatists in the Northwest region or the Southwest region in the crisis. We now have criminals
criminals and entrepreneurs of war who are benefiting from kidnappings. Any ideology of separatists has already been killed out because they know that Cameroon is one and indivisible. When this crisis emanated in late 2016 and early 2017, it was about teachers' rights and the lawyers' rights. And all these issues were already resolved by the government of this country. And the Grand National Dialogue came in to check into other sub-problems that were affecting Anglophones in this country. And the Grand National Dialogue is a process that is ongoing, and we can see the development programs that are going on in the Northwest and Southwest region through the Presidential Plan for Reconstruction and Development. And I want to seize this opportunity to congratulate Mr. Tasson Paul, who is the coordinator, for the great job that he's doing in the Northwest and Southwest regions. We have schools that have been reconstructed in the Northwest. We have hospitals that have been equipped, built back better. We have roads that have been constructed. The ring road that was abandoned some years ago because of economic reasons. Et il y a un grand problème social à régler. Plus de 150 000 enfants sont portés disparus depuis le début de la crise. C'est énorme quand même, Siaka. No, you would bear with me that when insecurity is installed in any nation by criminals, we must have a social problem. But I think the Ministry of Social Affairs, they have created social centers in the Northwest where these children can go to. But those who have chosen to cross the borders and are not willing to come back, they are bearing the burden. But the government has open arms waiting for all of them. Even, you can go as far as, even those who have committed atrocities, the DDR was created. And the government gave them clemency through the head of state that they can come, drop their arms, come back and integrate themselves back into the community. What do you expect from a government? With the clairvoyance of the head of state, His Excellency Paul Biya, welcoming even citizens who have shed blood. What do we expect? We just have to continue in this good governance policy being instituted by the head of state so that peace and tranquility should continue reigning in the Northwest and Southwest region, and national integration and unity should become a reality. Merci à vous, Siaka Chouné. Roland Tapi, Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle. Surprise, on s'y attendait ou alors... Il faut dire que ce soir, quand même, les nouvelles annonçaient une probable convocation du corps électoral. On a plutôt cette annonce de candidature de Paul Biya. Je crois qu'il ne faut pas se laisser émouvoir outre mesure avec ça. C'est comme si on s'y tenait de ce qu'un oiseau soit dans son nid, qu'il a bien aménagé depuis longtemps. Sur le plan institutionnel, on sait très bien que depuis 2008, le président Paul Biya a fait modifier la Constitution pour être candidat à vie. Ça, ce n'est qu'une suite logique de ce qui se passe là. Si qu'il est candidat ou pas. Bon, peut-être qu'il y avait des personnes qui supputaient sur son état de santé et tout cela. Est-ce que ça peut lui permettre d'être candidat? Il y a des gens qui espéraient que peut-être que âgé qu'il est, il aurait eu un peu de sagesse et peut se dire désormais que j'ai suffisamment donné. Comme disent les lecteurs de la Bible, j'ai fini ma course et je peux maintenant m'attendre à une couronne de ce genre. Peut-être sur ça qu'il y a certaines personnes qui supputaient en se disant qu'il peut arriver à cela. Mais il ne faut pas être surpris que le pouvoir qui corrompt absolument continue d'être l'objectif ultime de quelqu'un qui, après 43 ans, malheureusement, a un bilan contesté même de son propre parti à l'intérieur. Quand le ministre de l'administration territoriale lui-même dit qu'en 20 ans, une route qu'il a faite en 2 heures de temps, en 2000, il l'a fait aujourd'hui en 7 heures, 18 minutes de temps. Avec vous comprenez que ce n'est pas parce que les choses se sont améliorées pendant ce temps. C'est pour dire que pendant ce temps, la situation s'est complètement dégradée. C'est ça que se voit sur nos routes. Si on est dans une situation où un tour cycliste international ou national peut arriver à Douala, la ville économique, la capitale qui est supposée être le reflet, le miroir du pays, et ne pas pouvoir avoir lieu parce qu'il n'y a pas de route. Vous comprenez très bien que c'est quand même regrettable. Si on a un pays où en 45, non, depuis 1972, où on a pu organiser une Coupe d'Afrique des Nations, il a fallu attendre pour encore essayer d'organiser une en 2019 qui a eu des glissements jusqu'en 2022. Vous comprenez très bien qu'il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour dire que non, en réalité, M. Biya peut dire, ok, j'ai essayé, j'ai pu faire ce que j'ai pu, mais là, je ne peux plus.
Maintenant, comme sur le plan institutionnel, c'était prévu qu'il soit candidat, il ne faut pas, comme je disais tantôt, qu'on en fasse tout un plat. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et vous savez très bien que depuis 2023 déjà, je crois que c'est le ministre Manao Damalachi, le ministre de la Santé publique, qui était le premier à lancer une opération d'appel à candidature chez lui là-bas dans l'extrême nord, et ce qui a été suivi par beaucoup d'autres. On connaît la rengaine habituelle, ça a toujours été comme ça. On organise des appels à candidature par-ci, par-là, après il sort finalement pour dire que je vous ai compris. Sauf que là, il y a du bémol maintenant. En attendant que lui-même le dise, parce qu'on ne peut pas oublier qu'en 2018, il a été candidat, mais du début du processus jusqu'à la fin, on a aperçu M. Paul Biya une fois à Maroua où il a fait 7 minutes de meeting. Même sa candidature a été déposée par ce qu'on appelle ses mandataires, le secrétaire national du parti et autres. Lui-même, on n'a presque pas vu. Et depuis qu'il a pris ce mandat, jusqu'à présent, on peut compter le nombre de fois on l'a vu en public. Le pays est depuis 7 ans presque dirigé de manière systématique sur instruction par des papiers, sur du papier, sans qu'on ne sache où exactement le président de la République. Donc, c'est bien qu'il soit président, mais on souhaiterait voir ce président-là sortir, annoncer lui-même sa candidature, descendre sur le terrain, faire la campagne, dire que je suis là, j'ai la force qui lui prête. Ces militants comme notre communicant qui est sur le terrain, cette force qui lui prête, qu'il le prouve lui-même. Première chose. Deuxième chose, il faudrait finalement, mais alors finalement que on se mette un tout petit peu dans le sillage du respect d'un minimum de lois qu'on s'est soi-même donné dans ce pays, en réalité. Partant du parti même de M. Biya, j'entends le communicant dire que depuis 2018, il était entendu qu'il sera le candidat à la prochaine élection. Candidat naturel. Il y a des statuts au sein de ces partis-là qui disent qu'il y a un congrès qui doit se tenir tous les 5 ans pour renouveler le bureau exécutif. Et avant de conclure que le candidat qui est élu comme président du parti est le candidat à l'élection présidentielle. Mais sur ce plan-là, même rien n'est respecté. On nous dit qu'il a été entendu que, comment ça a été formalisé? Par quoi? Une résolution d'un bureau politique? Et si oui, est-ce que les résolutions des bureaux politiques se mettent désormais au-dessus des statuts d'un parti? Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. Oui. Je ne vais pas faire du juridisme, mon cher. Ce qu'on appelle le parallélisme des formes veut que s'il y a un statut qui dispose que Juliana va boire de l'eau à 13h et qu'il y a modification après, on modifie les statuts pour dire que désormais l'eau là va se boire plutôt à 14h, c'est simple que ça. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Je ne veux pas rentrer dans ces juridismes où on me fait croire que 2 personnes peuvent s'asseoir dans une maison et dire que ce que nous décidons est désormais au-dessus de la loi qui régit une organisation. Ça, c'est justement cette habitude-là qu'il faut résolument essayer de mettre de côté pour respecter le minimum de textes que le Cameroun s'est donné pour, comment dire, être un candidat légal qui n'est pas contesté. Parce que il y a au sein du RDPC le militant Léon Teller qui essaie de mettre en avant cette usurpation, cette violation flagrante des textes même du propre parti, même comme les autres pensent que ce sont des opportunistes, chacun est libre de penser ce qu'il est. Mais en réalité, jusqu'ici, personne n'a sorti un élément de droit pour contester ce qu'il a dit, puisqu'il parle des statuts qu'il cite nommément et clairement, mais personne n'ose présenter autre chose. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de le jeter à l'indice, essayer de le discréditer, l'insulter, tout ça. On n'est plus au moment des insultes. C'était par le passé. Je pense que le Cameroun est arrivé à un niveau où il faut opposer un argument à un autre pour que de la, comment dire, de la jaillisse la lumière. Effectivement, pour tout le monde. Donc, si M. Biya est candidat de la République, d'accord, les textes le permettent, et puis il faut que lui-même se mette déjà dans la loi et sort pour dire que ok, je suis candidat, pas être candidat par procuration. Alors, je vais adresser ma question à Siaka Choune et Jacques Bouga. Jacques, vous permettez, d'abord avec Siaka. Paul Biya, qui annonce sa candidature, et au RDPC, on jubile. Vous êtes si peu ambitieux, il n'y a personne d'autre au RDPC qui oserait se positionner pour briguer un mandat présidentiel en lieu et place de Paul Biya. Au RDPC, on se contente d'être des camarades. The CPDM is a party of order. And for me to remind you, the CPDM is one of the most organized political parties in the whole of Africa.
apart from the ZANU-PF of Robert Mugabe and the ANC of Nelson Mandela in South Africa. The head of state, His Excellency Paul Biya, is not a comedian that will appear on TV or in front of Cameroonians every day. C'est un bosseur qui travaille en discret. And I think that in economics, we know what we call division of labor. If the Secretary General of the party or the Secretary General of the Presidency of the Republic or a member of the CPDM announces or deposits the documents of the president as a presidential candidate, I don't see where the problem is. I don't know why we, the bona fide members of the CPDM party, we are not contesting or disputing the procedures that are being implemented in the party. But political demagogues in their own political inclinations are finding trouble with it. I want to assure you without any fear of contradiction that we are serene with the candidature of the head of state, His Excellency Paul Biya, until he declines. And when he declines, there is a procedure. There is a procedure that the chairman of the party, the chairman of the party is a national candidate. Vos ambitions se limitent à être juste dans le RDPC et pas à briguer la tête du parti. The ambitions are large, but you don't contest somebody who is doing well. You only contest somebody who is not doing well. Oui, si Paul Biya est un bosseur, comme vous le présentez bien, Siaka Chouné, tout de même, Paul Biya, ça fait 43 ans à la tête du Cameroun, 92 ans, s'il brigue un nouveau mandat et qu'il passe, dans 7 ans, il aura presque 100 ans. En 43 ans, et ces dernières années, on n'a vécu que des contestations au Cameroun. Pourquoi ce nouveau mandat pour Paul Biya, alors que dans toutes les régions du Cameroun, il y a des contestations au sein du RDPC, il y a des contestations au sein de l'appareil gouvernant, il y a des contestations et des démissions de ministres. As a matter of fact, no CPDM militant has resigned. The resignation has come from FSNC, which was just a political ally. Sauf que ce week-end, 55 militants du RDPC ont démissionné à Yaoundé Premier. Yeah, those are political stratagems to destabilize the party and draw sympathy to other political parties. Just the other day in the northern region, municipal councillors from the UNDP resigned and joined the CPDM. I give you the statistics. So bear with me that in any political dispensation, those things are normal when elections are approaching. You have seen SDF municipal councillors resigning to join the MRC because the MRC that knew that without any elected officials, they cannot go in for any elections. They are now bribing municipal councillors from other political parties to resign and join them so they can use it as a status quo to be able to participate in the presidential elections. Those are political maneuvers that are common when elections are coming up, without which the head of state, His Excellency Paul Biya, is a candidate of the CPDM, and we find no reason to challenge him now. When the opportunity will come, when he thinks that he is tired and can no longer stand, you are going to see young, ambitious political activists in the CPDM who are going to present themselves, and the best of them will be chosen. But as of now, he is the candidate of the CPDM, and we find no problem in it. I really begin to wonder why other people still find problems with it. Paul Biya peut encore. Jacques Bouga-Agbe, que peut encore Paul Biya pour le Cameroun? La réponse à votre question, mais avant d'y arriver, I'd like to tell our fellow Anglophone Cameroonians that the CPDM has just said that there's no crisis in the NOZO. Things are fine in the northwest region and the southwest region. And all those who are complaining about their condition are criminals. He also said, there are criminals operating there now, not separatists. No, my friend. Get the message. I'm getting to them. In the northwest region, we no longer have separatists who are operating there. We now have criminals who are kidnapping for ransom. You are not handling the underlying problem. You just said another thing, is that being in touch with your people, either on the ground or on TV, is being a comedian. Number 3, he said that being accountable to your people, including the northwest and southwest regions, is being a comedian. So you got the message, and you know what to do in October. You know what to do in October.
mobilize and go vote to kick them out. You have an alternative. I'll be your first Anglophone president because I'm also an Anglophone through my education. We will kick them out, but we have to go vote first. So don't be afraid by the rhetoric that we are the greatest party in the world. No. You just saw the roads that were put on the screens. You saw the quality of these roads. You saw the potholes. They have been doing it for 43 years. And now they want another term of 7 years. No more. No more. This is over. Nous allons changer ce pays. N'ayez pas peur d'eux. La balle est dans le camp du peuple. Si on se mobilise, même avec 8 millions d'électeurs seulement, massivement dans les bureaux de vote, on les contrôle, ils vont partir. Parce que la fraude sera beaucoup plus difficile. Il faut faire 8 millions, moins les doublons, moins les abstentions et moins tout ce que vous pouvez imaginer. Jacques Agbé, ma question demeure. Que peut encore Paul Biya pour le Cameroun? La réponse est courte. Pas grand-chose. Parce qu'un président de la République doit avoir l'énergie physique et intellectuelle de gérer les dossiers. Certes, on peut donner de hautes instructions, mais il faut s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Et pour s'assurer qu'elles sont mises en œuvre, il faut que les administrés ou ceux qui les exécutent sachent que le chef peut les punir. Le chef a encore une main de fer. Ouais. Il a la carotte et le bâton. Mais là, j'ai beaucoup de respect pour l'aîné, je dirais même pour le père qu'il est pour nous. Donc je ne vais pas aller au-delà. Sur le plan légal, c'est son droit en tant que Camerounais. Mais je pense qu'en tant que sage, en tant qu'Africain, dans la tradition africaine, la sagesse, c'est avant tout comprendre qu'après un certain âge, on a un rôle différent. Hein? Après un certain âge, on a plus un rôle de conseiller, de guide, mais pas de celui qui va mettre en œuvre une politique bien précise. Donc, je suis africain, je respecte la tradition africaine. Paul Biya est un aîné, donc vous n'allez pas me voir l'attaquer personnellement, non. Parce que pour moi, un aîné reste un aîné. Ouais. Mais il faut qu'il comprenne que le Cameroun a un avenir. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants, plus de la moitié sont des jeunes. Le Cameroun a des cadres compétents et on peut développer ce pays en quelques années. Je propose un plan très simple sur le plan purement économique. Déjà sur le plan politique, on peut rassurer la population et le peuple camerounais en enlevant le contrôle de l'élection des mains du gouvernement, en mettant sur pied une Cour suprême indépendante qui contrôle les élections, en donnant à la Cour suprême le pouvoir de démettre le président de la République s'il viole certains articles de la Constitution, notamment ceux concernant la durée du mandat présidentiel. Paul Biya doit être le dernier Camerounais à passer plus de 14 ans au sommet de l'État. Mais je pense aussi qu'on doit introduire des scrutins de présélection des candidats, de sorte à ce que ce soit le peuple camerounais qui dise qui peut être candidat et non des manipulations politiciennes. Sur le plan économique, on doit complètement changer de modèle de financement. Les besoins des 58 départements sont élevés. Ils sont au-dessus des moyens de l'État. Notre compagnie Roland disait tout à l'heure, le financement pose problème. On a un budget de 7 250 milliards seulement. Quand on regarde les besoins du secteur de l'énergie, c'est près de 37 000 milliards. On regarde les besoins des routes. Si on veut vraiment faire les routes de qualité raisonnable pour tous les départements, on a 228 000 milliards de francs CFA. Au-delà même des surfacturations, comme cette route de 10 km qui coûte 434 km, au-delà même de cela, on a un sérieux problème de financement de l'économie. Il faut changer cela. Il faut aussi régler le problème de notre diversité. La crise du Nozo est le symptôme d'un problème plus large. Problème de tribalisme, de discrimination sur la base des différences ethno-culturelles. Il faut résoudre ce problème et j'ai des propositions concrètes là-dessus. Commencer déjà par enseigner la beauté et la richesse de nos cultures à travers des musées et également mettre en place des dispositions pour que les Camerounais, dès l'école, commencent à être fiers de ce qu'ils sont. La campagne ouverte sera ouverte d'ici peu. Jacques Bouga-Albé, vous pourrez à l'occasion venir présenter votre programme aux Camerounais, mais permettez-moi de revenir sur le sujet. On parle de Bamenda et le gouvernement en opération de charme et la grande interrogation au bout de ce thème. Roland Tapi, à la ministre des enseignements secondaires, qui s'est exprimée sur un ton exaspéré. Elle dit en avoir marre des promesses faites par ses collègues du gouvernement sans véritable suite sur le terrain.
elle pointait du doigt spécifiquement celui des travaux publics et l'éternel problème de route. Sur la forme, comment appréciez-vous cette sortie de Nalova Lyonga qui s'adressait pourtant à ses collègues? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a dû, beau faire de cacher sa plaie, elle finit par se révéler à l'extérieur, ne serait-ce que par les mouches, en dégoulinant ou bien par les mouches que ça attire. Et à un moment donné, on est obligé de crier. Ouais, avec tout cela, on est presque dans une contradiction totale entre le RDPC lui-même. Il y a d'autres qui disent que tout va bien, on est dans le meilleur des mondes possibles, et d'autres qui veulent cacher, mais après sortent en même temps pour dire qu'il y a un problème. Il faut se dire que cette sortie de Nalova Lyonga vient à la suite de celle du délégué général à la sécurité nationale qui avait fait un tour à Moutengen et rentré pour se demander si on était encore au Cameroun. Ça fait suite à celle d'Atanganji à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, parlant de la route Ngaoundéré-Garoua. Et elle aussi vient à Bamenda se rendre compte qu'il y a une ring road dont on parle depuis, je ne sais pas, peut-être 50 ans aujourd'hui, qui est encore à la phase embryonnaire. Il se pose la question, pourquoi donc toutes ces promesses et tout ça? Mais qui fait les promesses si ce n'est que le gouvernement qu'eux-mêmes servent? Et ils ont suffisamment habitué les Camerounais à comprendre qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pour autant qu'ils viennent vous dire qu'ils vont cimenter les routes et goudronner les maisons et que vous croyez en cela, acceptez d'aller les aider à bourrer les urnes pour se légaliser à la tête des choses. Ce n'est que ça qui sera la suite attendue après. Maintenant, venir à l'occasion d'une descente où on va à tout prix faire une opération de charme auprès de la population et se permettre de critiquer son collègue, soit c'est pour se faire bonne figure en se disant que ok, voilà tous les problèmes là, moi je ne suis pas pour ça, soit c'est pour plus ou moins, et ça il ne faut jamais négliger, essayer de jeter son collègue à la vindicte populaire. Et de faire comprendre aussi que vos problèmes ne manquent pas d'autres personnes. De moi qui suis votre ministre de l'Éducation. Votre sort, entre guillemets. Tout ça, ça se joue là-dedans. C'est-à-dire on joue sur la fibre communautaire, on joue sur la fibre linguistique, culturelle et tout cela pour se faire bonne figure. Donc, ça n'a aucun impact sérieux. Ça n'a aucun impact sérieux qu'elle le dise ainsi. Parce que ce n'est pas devant les populations qu'elle doit se dire. C'est devant un conseil des ministres, si jamais il pouvait en avoir. Mais vous savez qu'au Cameroun, le président de la République, qui a beaucoup d'énergie, n'arrive pas à organiser les conseils ministériels. Vous savez qu'au Cameroun, le président de la République, qui a beaucoup d'énergie, n'arrive pas à tenir les conseils. On a le Conseil supérieur de la magistrature. Pour déployer les magistrats qui sont sortis des écoles et tout. On nous le vend quand même. Pourquoi se plaindre après que les promesses qui sont faites ne sont pas réalisées? Le copanéliste disait tantôt que pour que on gère par procuration, il faut encore qu'on ait la force, au moins celle-là, de faire le suivi de ces procurations qu'on a données. Ben justement, comme on ne peut pas le faire, des gens sortent, font des promesses qu'ils vont construire des routes sur de l'argent qu'ils n'ont pas, sur des projets qui sont surfacturés et à partir d'un programme dont ils ne maîtrisent rien du tout. Notez que sur le plan du financement même du Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'unicité de caisse au Cameroun. C'est le principe d'unicité de caisse. Ça veut dire que quel que soit le chemin par lequel arrive l'argent, ça rentre d'abord dans une caisse unique. Et il y a une seule personne qui définit les priorités de dépenses de cet argent, qui pour l'instant semble être la défense, la protection du pouvoir et autre chose. Et donc, pendant que vous êtes en train de pleurer pour les routes, quand on pousse très loin, on se rend compte que même celui qui est venu promettre la route là, peut-être qu'il était bien intentionné quelque part, mais il n'a pas les moyens parce que ce n'est pas lui qui gère les ressources, qui sont centralisées. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on demande soit une décentralisation sérieuse, soit une fédération de toutes les... pour que toutes les régions, tous les États fédérés puissent s'auto-développer sans en avoir à attendre toujours de l'administration centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que je veux dire pour finir, c'est que Nalova Lyonga peut, pour exister aussi, ou bien pour paraître au cours d'une sortie comme celle-là,
fait des propos, je pourrais dire, assez provocateurs, mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut attendre de là? Siaka Chouné, le temps et l'objet de la dénonciation de Nalova ne sont-ils pas la preuve que la parole est libérée dans le gouvernement, un gouvernement connu pour sa réserve? En général, les ministres sont solidaires du travail de leurs collègues. Alors, il y a quelques années seulement, cela ne pouvait pas se voir. On rappelle qu'avant Nalova, il y a eu la dénonciation du DGSN, M. Mbargangele. Il y a eu celle d'Atangandi, dans le Grand Nord. Que se passe-t-il finalement dans le gouvernement? You know, it is a government of freedom of speech, as instituted by the head of state. You know, before we could not sit in a panel like this, permit me analyze to the end, we could not sit in a panel like this to even say all the things that we are saying here, but we have a liberal government, freedom of speech instituted by the head of state. You will bear with me that I will not sit here to listen to Mr. Roland Tapi play the Pontius Pilate, knowing very well that Minister Nalova was not addressing her doléance to the Minister of Public Works, but calling on his attention pour veiller aux qualités de travaux. We have unscrupulous contractors who get contracts and they don't follow up with the specification requirements of that contract. So he was just calling on the attention of the Minister of Public Works to make sure that those contractors to whom those contracts have been given should execute them, meeting, entre parenthèses, le cahier de charges. That is it. And then Professor Dr. Jacques Bouga was substantiating himself for a prophet of doom here, calling on my brothers in the Northwest and Southwest region to think that the flamboyant package, presidential plan for reconstruction and development, that is a big gift from the head of state to the people of the Northwest and Southwest region. That is boosting their development, boosting their infrastructure, boosting education, boosting the healthcare sector, and giving jobs to the youths, which is a gradual process, is a fallacy. I say no. These are only things that come from people who want to destabilize and distract your attention, not to be focused to where development and justice and social equality and progress is coming to you. So, concerning the road infrastructure, as you earlier asked in your question, they were just like igniting that quality control should be respected in the execution of those road projects. It's not like the government is castigating itself. Non, on ne fait pas un poids de mesure, non. Et d'après vous, vous pensez que l'évaluation, si on se fie au bilan de l'évaluation, qu'il y a eu des améliorations? Est-ce que vous avez l'impression que le plan présidentiel est appliqué comme il devrait l'être? I think that the progress of the presidential plan for reconstruction and development is working at a geometrical progression, not at an arithmetical progression. Means that it is online, and that is why I was congratulating Mr. Paul Tassong here for a job well done, for implementing the vision and the mission of the head of state as a follow-up of the Grand National Dialogue. Vous citez beaucoup M. Paul Tasson, mais Mme Nalova nous fait comprendre qu'il y a un sérieux problème qui demeure, les promesses ne sont pas tenues, et le problème majeur reste celui des routes. Que peut-on quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de voie de communication? The road project, the 6.5 kilometer urban road in Bamenda, there was a major problem in Bamenda, has been launched by the Prime Minister and Head of Government, and in his speech, he said this project is going to start within 3 weeks, and the first phase of the project, that is compensating those whose property was destroyed alongside the 6.5 kilometer, has been done. They were all compensated last week. That is a green light. That is a green light. And you bear with me that you have that project was delayed because of insecurity, and the government has been able to regularize the issue of insecurity, and that is why the project has to commence within the next 3 weeks. Sauf que, M. Siaka, la crise
ne touche pas que la ville de Bamenda ou de Buea. Il y a les zones rurales également qui sont durement touchées et qui ont besoin d'assistance urgente, notamment le développement des routes, le développement économique, les écoles et surtout la maîtrise de la sécurité. Yes, as a matter of fact, in the educational sector, you saw schools have been built in Wum. A school was built in Bamungo, and in terms of the road infrastructure, the ring road has already led Kambe up to Messager, is going up to Kumbo. Vous pensez that que is cette the opération evaluation of the 7th steering committee, and you saw that everything is in progress. That's why I said that the presidential plan for reconstruction and development is working at a geometrical progression. We cannot sit here and make assumptions when we have not gone to the field. That's why the Prime Minister went to the field to evaluate and see for himself, and he went around and saw all those projects. You saw the proximity stadium in Bamenda, that is near completion. You saw all the schools that have been built, health centers, medical equipment. Alors, le but du gouvernement est d'améliorer les conditions de vie des populations, donc le gouvernement travaille pour les intérêts des populations. Notre média aussi, Mr. Siaka, est-ce que vous pensez que cette visite gouvernementale peut influencer l'opinion publique dans les régions du Nozo à l'approche de l'élection présidentielle et avec l'annonce de la candidature de Paul Biya? As a matter of fact, when you talk development, when you talk reconstruction, when you talk social justice, when you talk equality, you are talking politics. Est-ce que ce n'est pas des promesses de campagne, involves himself in bringing development, justice, economic prosperity to his people can use it as a bridge for political progress. So as a matter of fact, you have to first of all know that the Prime Minister, apart from being the head of government, is a political being. Minister Nalova, apart from being the Minister of Education, is a political being. So as a matter of fact, as he went, and there are members of government, militants of the Cameroon People's Democratic Movement of the of the Northwest region came out in their numbers from Matasm in Santa and welcomed the head of government and his ministers to Bamenda, showing proof of their acceptance of the good work that the government is doing in Bamenda to bring back peace, tranquility, and unity after the instability that was created by criminals. Because as I earlier said, to substantiate my point, actually in the Northwest and Southwest region now we have criminals, we no longer have separatists. There are criminals who are kidnapping for ransom. And they are being orchestrated by, it's what we call economies of war. Mark you. See what is happening in Bamenda. Let me just give you one simple example. Simencam doesn't go to Bamenda. Dangote doesn't go to Bamenda. But other cement companies go to Bamenda. They don't say Isenbek in downtown in Bamenda, but they say Kaji in downtown in Bamenda. Economies of war. Don't look at those boys who are on the ground. They are being orchestrated by entrepreneurs who are with us here in Douala. En tout cas, Jean Bougarbe, le gouvernement a-t-il encore une réelle marge de manœuvre politique dans la région du Nord-Ouest, notamment à Bamenda? The answer is no. Let me just tell you why. On est en train de sortir. Yes, our CPDM colleague just said that the little infrastructure they built for you is a gift. A gift. He used the word gift. So they are giving you gifts with your own money. They don't see it as a duty for them to build it for you. This is the mindset that we should get rid of. We can do it in October. Maintenant, pour revenir à la question, quel que soit ce que la ministre Nalva Yonga fait, ce n'est pas cohérent pour ma part. Ça m'a rappelé l'expression d'un ministre français, Jean-Pierre Chevènement, qui avait dit une fois, un ministre, ou ça ferme sa gueule, ou ça démissionne. Si elle est vraiment convaincue de ce qu'elle dit, elle aurait dû quitter le gouvernement. Et ça fait 43 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, la veille de l'élection. Des projets qui ne sont pas faits. C'est milliers de milliards qu'on dépense. Il y a même le stade d'Olembe, il y a tout un tas de choses. Il y a des milliers de milliards. Maintenant, on nous parle de 12 km de route qui coûtent 434 milliards. Est-ce que c'est du sérieux? Et quand elle dit, quand mon collègue, mon compagnonniste dit qu'il faut, elle est en train de dénoncer ou porter à l'attention du ministre des Travaux publics la violation du cahier des charges, quelles sont les sanctions qui ont été prises? Quelles sont les sanctions qui ont été prises contre tous ceux qui n'ont pas fait les projets de société? Il y a les sociétés qui ont été
Seulement. Seulement. Où est parti l'argent? L'argent était remis. Donc, et dites-moi maintenant, prenons l'exemple concret. 12 km de route, Simalène Yaoundé, 12 km, 434 milliards. Non, est-ce que 434 milliards pour 12 km de route? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Lalo, bon, c'est pas moi qui pose la question, mais c'est une remarque. Écoutez, moi je pense, madame, que ce gouvernement n'a aucune marge de manœuvre, n'a aucune chance si l'élection est transparente. Et ils le savent. Voilà pourquoi on ne publie pas la liste électorale. C'est ça la vraie raison. Roland Tapi. Pour analyser le programme présidentiel pour la reconstruction et développement. Tout à fait. Roland Tapi. Tapi. Et pendant cette analyse, la nouvelle qui tombe, Paul Biya, candidat, forcément les choses vont bouger sur la scène politique, vont davantage bouger. Oui, est-ce qu'on peut entrevoir les prochaines heures, les prochains jours? Oui, un déploiement du RDPC sur le terrain, mais qui doit être encadré et limité, même comme à tout moment ils sont en campagne, comme vient de dire le communicant du RDPC, il vient là de confirmer, de nous rassurer que à Bamenda, on avait davantage des hommes politiques que des individus, et que c'est justement ces hommes politiques étaient là, ils ne pouvaient ne pas faire des choses qui iraient en leur faveur, ne serait-ce que sur le plan politique. Et nous confirmons ainsi que les biens de l'État sont utilisés par un parti politique pour faire sa campagne, ce que nous dénonçons tous les jours. Donc les ministres sont partis avec la suite ministérielle, le matériel, les voitures, le personnel de l'État pour soi-disant faire l'évaluation du plan présidentiel, alors qu'ils étaient là en fait pour essayer d'avoir une influence politique. Mesdames et messieurs, les commentaires de l'actualité politique vont donc se poursuivre sur Sacré Matin sur Radio Balafon. Dès demain matin, on rappelle que Sacré Matin se déploie à Yaoundé depuis ce lundi et ce pendant plusieurs jours. Les émissions, les entretiens et bien d'autres seront produits en direct de Yaoundé. Quant au grand plateau, il se referme donc et c'est avec le même plaisir, mesdames et messieurs, qu'on se retrouve demain 19h30. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. À très bientôt.